Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à cette seconde édition en présentiel et à distance organisée par Finance Innovation et par Europlace au regard de votre demande et suite au succès de la première manifestation l'année dernière sur la thématique la conjoncture des marchés et des entreprises. C'est un plaisir pour Finance Innovation et moi-même en tant que responsable innovation immobilier de vous accueillir aujourd'hui et pour cette conférence à 3 dimensions, l'économie, l'immobilier et la tech, pour rendre l'immobilier économiquement pertinent. Le titre de la conférence est assez explicite, perspective des marchés immobiliers et liquidité des fonds. Pour cela, et en première partie, nous accueillerons Olivier Vignat, délégué général adjoint des Paris Europlace, puis Béatrice Gage, PhD, directrice de la recherche et de l'innovation des Swiss Life Asset Managers. Et enfin, Mathieu Green, directeur de CoStar Europe, qui fera une démo d'un outil considéré comme incontournable pour les investisseurs immobiliers, surtout aux États-Unis et UK, et encore plus pertinent en période de retournement. À la fin des 3 présentations, nous donnerons la parole au public pour poser des questions. Pour les personnes qui sont à distance, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. Nous allons essayer de les regrouper pour nos panélistes. Pour commencer, Olivier, pour te donner la parole, j'ai 2 questions pour toi. Les taux d'intérêt vont-ils rester encore élevés? Et en quoi l'immobilier est-il important pour l'activité dans les pays avancés ou émergents? Merci José. Bonjour à tous. Merci beaucoup de votre participation. Il faut que je me mette au milieu. Donc, je ne sais pas si je dois répondre d'emblée aux questions ou si c'est pour la fin. Je peux commencer par peut-être… j'y répondrai à la fin, si ça ne vous gêne pas. Donc, merci beaucoup à tous. Vraiment, José, pour cette organisation. Merci à Finance Innovation d'avoir monté cet événement. Donc, en 10-15 minutes, je vais essayer de vous présenter le contexte économique. Alors, je vais le faire en 3 temps. D'abord, évidemment, l'immobilier, c'est un sujet qui est à la jonction entre la finance, l'économie et puis les aspects un peu plus psychologiques de sentiments qui importent beaucoup pour les investisseurs. Donc, je vais commencer par une partie globale, puis des focus régionaux et enfin un panorama sur les risques, puisque lorsqu'on parle de perspective, il faut non seulement regarder le présent, mais aussi voir quels sont les aléas à la hausse, à la baisse. Alors, globalement, vous le savez, ce qui a énormément changé depuis le Covid, disons, c'est un rythme de croissance qui est très significativement ralenti avec des perspectives de prix qui sont beaucoup plus élevées que ce que chacun anticipait. Là, vous avez les dernières projections, les dernières prévisions FMI, mais lorsque vous regardez la Commission européenne, l'OCDE, on a à peu près la même tendance, c'est-à-dire non seulement des taux de croissance qui, pour les grandes économies et même pour les émergentes, d'entre elles sont inférieures au potentiel, donc déception en termes de taux de croissance, et puis des taux d'inflation, et ça c'est une grosse préoccupation pour parler de taux d'intérêt, des perspectives d'inflation qui restent à peu près partout, sauf en Chine, on verra, supérieures à la cible. Donc c'est quelque chose qui évidemment impacte beaucoup le sentiment des investisseurs. J'indiquais qu'il y avait sur le front de l'inflation quand même un paysage qui n'est pas uniforme. Vous savez que quand on regarde les derniers chiffres d'inflation sous-jacente, on a en gros 3 types de situations. Pour faire court, vous avez en Chine, on a une inflation sous-jacente. Donc l'inflation sous-jacente, c'est hors énergie et hors alimentation. En Chine, l'inflation sous-jacente, c'est moins de 1%, c'est 0,8 en ce moment. Aux États-Unis, en zone euro, on est entre 4 et 4,5. Et puis au Royaume-Uni, on est encore au-dessus de 6%. Donc ce qui veut dire que le combat des banques centrales des pays occidentaux contre l'inflation est loin d'être achevé. Vous voyez ici que notamment sur le graphique de droite, en Chine, il n'y a pas que les prêts à la consommation, il y a également les prêts à la production qui sont en territoire négatif. Alors, pourquoi est-ce qu'on a eu tant d'inflation? Alors, il y a différents facteurs que vous regardez ici. On a d'abord eu évidemment un choc d'offres qui a été manifeste durant le Covid et qui a été accru par
qui a été accrue par la guerre en Ukraine, mais qui est sans doute aussi, au-delà de ces facteurs conjoncturels, de ces chocs géopolitiques, également alimenté par des facteurs un peu plus structurels, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'indicateurs qui suggèrent que la mondialisation est moins forte qu'avant. Je pourrais, si vous le souhaitez, l'illustrer ultérieurement, mais quand on a moins de mondialisation, on a moins de pression à la baisse sur les prix. Donc ça, c'est quelque chose qui sans doute pèsera au-delà du court terme. Et puis, dernier facteur que j'indique en bas à gauche, c'est le fait que le pouvoir de marché, c'est sans doute infléchi et c'est peut-être davantage porté vers les salariés et non plus tant vers les employeurs lorsque nous étions dans des périodes où l'emploi était un peu moins dynamique. Et donc, les conséquences de ceci, notamment le second point sur la droite, c'est que les banques centrales, et c'est pour ça que l'immobilier est un secteur clé, ont besoin de restaurer leur crédibilité. Et comment le font-elles? Évidemment, en augmentant leur taux, on va le voir, mais également en s'assurant que le combat qu'elles mènent depuis quasiment 2 ans pour la Bank of England, c'est elle qui a été parmi les premières à relever ces taux. Ce combat, il est loin d'être achevé. Alors, vous le savez, mais ça n'est pas terminé. Aujourd'hui, la Banque centrale européenne se réunit. On a le 2 novembre la Bank of England qui également se réunit. On a un changement radical d'environnement macro-financier, disons, depuis début 2022. La Fed a commencé en mars 2022 à relever ses taux. Vous savez que ces hausses de taux, finalement, au total, c'est 525 points de base aux États-Unis, 515 en Angleterre et ces 450 points de base au sein de la zone euro sont des chiffres qui sont considérables. En zone euro, depuis 1999, jamais nous n'avions eu des taux d'intérêt courts qui étaient à ce point élevés. Et c'est pas simplement la partie courte de la courbe, c'est également sur les maturités beaucoup plus longues, 10 ans sur le graphique de droite. Vous voyez que la pente, elle s'est considérablement relevée. Vous savez que, par exemple, en France, les OAT 10 ans, qui aujourd'hui sont à peu près 3,60, étaient encore négatives fin 2021. Donc, c'est vous dire le choc qui s'est produit. Alors, maintenant, régionalement. Ce qui pèse sur l'immobilier dans différentes régions du monde, ce sont plusieurs facteurs. D'abord, si on regarde la Chine qui souhaite changer de modèle de croissance, être moins dépendante du secteur immobilier, vous voyez qu'en tendance, on a une baisse de cet investissement immobilier au moment où, d'après les indicateurs de surévaluation, vous voyez sur le graphique de droite le rapport entre les prix et le revenu des ménages, les histogrammes, les barres rouges, ce sont des mégapoles chinoises. Et donc, vous voyez que sur la partie gauche, où on a le plus d'indicateurs de surévaluation, on a quasiment que des métropoles chinoises, ce qui signifie que les tensions sont plus fortes dans ces villes chinoises qu'elles ne le sont dans des villes américaines qui figurent sur la droite de ce graphe. Alors évidemment, c'est un facteur baissier qui est sans doute appelé à devoir durer. D'abord, en Chine, vous le savez, on a un ralentissement de la croissance, même si on a eu de bonnes surprises au 3e trimestre, pour des raisons qui sont structurelles. D'abord, le chômage, notamment chez les jeunes en Chine, est beaucoup plus élevé. On est au-delà de 21%, d'après les dernières statistiques, pour ce qu'elles sont disponibles aujourd'hui en Chine, suggèrent que le chômage est important. Et par ailleurs, la société chinoise vieillit. Donc, tout ceci est important. Quand on regarde aux États-Unis, la bonne nouvelle, si j'ose dire, c'est que le pic de l'inflation est derrière nous. Le pic de l'inflation aux États-Unis, c'était en juin 2022. On était à plus de 9% d'inflation. Aujourd'hui, on est revenu à un peu plus de 4%. C'est un pic qui n'était pas sans précédent. Hein. Quand on regarde le très long terme, vous le voyez sur le graphique de gauche. Mais la moins bonne nouvelle, c'est que même si on peut avoir encore une bonne surprise sur la croissance américaine au 3e trimestre, on a peu de coussins, on a peu de buffer, en particulier lorsque vous regardez le taux d'épargne des ménages américains, il est sous les 4%. C'est vrai qu'on est descendu plus bas, hein, on est descendu à moins de 3% au cours des années récentes, mais c'est quand même quelque chose qui prive les ménages américains de pouvoir soutenir l'immobilier si cela était nécessaire. Et au cours des trimestres récents aux États-Unis, vous le voyez, les contributions à la croissance du PIB ont été négatives en ce qui concerne l'investissement résidentiel. C'est-à-dire que l'immobilier enlève quelques dixièmes de points de croissance
au cours de la période récente à la croissance américaine, ce qui est évidemment un facteur assez inquiétant. Les autres facteurs qui sont, on va dire, relativement équilibrés, si j'ose dire, mais quand même orientés plutôt à la baisse. Sur le graphique de gauche, vous voyez les taux de référence à 30 ans, qui sont les taux de référence du marché immobilier américain. Aujourd'hui, on est à des taux qui sont voisins de 7,6%. Alors, ça n'est pas forcément très explicite, mais ce sont les plus hauts niveaux des taux d'intérêt 30 ans depuis 2000. Donc, quand on a des plus hauts depuis 22 ans, 23 ans, on commence à considérer que c'est un risque, même si vous voyez que par rapport aux revenus disponibles des ménages américains, sur le graphique de droite, on est encore à des niveaux qui sont absorbables et qui peuvent être gérés par la majorité des ménages américains. Néanmoins, le marché immobilier américain, vous le savez sans doute, il est déjà en phase de correction. Quand on regarde à la fois les mises en chantier et quand on regarde les prix, on est, comme l'illustraient les contributions négatives à la croissance du PIB, on est dans un environnement de marché immobilier qui est en correction. Et puis par ailleurs, le sentiment des investisseurs du marché immobilier américain, il est inévitablement marqué par des incertitudes sur les perspectives américaines. La Fed, le FMI, l'OCDE sont relativement confiants, mais d'autres analystes, d'autres investisseurs pointent ce type d'indicateur. Vous le voyez, à la fois la pente 10 ans, 2 ans sur le graphique de gauche, qui est très négative. En général, quand vous faites la différence entre 10 ans moins 2 ans aux États-Unis pour les taux d'intérêt, et que elle est à ce point négative, 1 an et demi après, vous avez une récession aux États-Unis. Alors, est-ce que ce qui s'est observé dans un passé plus ou moins lointain est susceptible de se reproduire? Bien malin qui pourra le savoir, mais c'est en tout cas quelque chose qui pèse sur le sentiment des investisseurs, de même que d'autres indicateurs, notamment ce que publie la Federal Reserve Bank of Cleveland, sur la probabilité d'entrer en récession aux États-Unis. On est au-delà de 70% de risque d'entrer en récession. Donc, au-delà des bonnes surprises que l'on peut avoir au T3 sur la croissance américaine, il faut quand même rester vigilant sur le moyen terme parce que l'inflation, néanmoins, est toujours là. S'agissant de la zone euro, évidemment, 20 économies, c'est autant de situations diverses. Ce que vous voyez, c'est que on s'attend à ce que le deuxième semestre 2023 affiche une croissance quasi nulle en zone euro. Avec, sur les derniers trimestres, quand on regarde les 3 grandes économies, Allemagne, France, Italie, une grande volatilité. Néanmoins, lorsque l'on pointe l'indicateur du sentiment économique, qui donc est un mixte entre le sentiment des consommateurs et le sentiment des entreprises, on est sous les moyennes de long terme pour les grandes économies. Vous le voyez sur le graphique de droite, Allemagne et France, on a des ménages et des entreprises qui sont moins optimistes que ces agents ne le sont sur des moyennes de long terme. Pourquoi cela ? Eh bien, évidemment parce que malgré 450 points de base de hausse du taux de la facilité de dépôt depuis juillet 2022. C'est 10 relèvements de la BCE, 10 relèvements des taux d'intérêt. Eh bien, l'inflation, elle est encore prévue par la BCE pour être dans sa composante sous-jacente au-delà de la cible des 2%, même en 2025. C'est-à-dire que il est sans doute impossible ou extrêmement improbable, disons, pour la BCE d'envisager une baisse de ses taux d'intérêt courts au cours de l'année 2024. En tout cas, c'est ce que le consensus des économistes, me semble-t-il, anticipe. Alors, ce qui est étonnant, c'est quand on compare ce resserrement monétaire côté BCE et côté Fed. Et ça, évidemment, ça impacte beaucoup l'immobilier, surtout si ces taux d'intérêt restaient à leur niveau pendant toute l'année 2024. Vous voyez que quand on compare le cycle de resserrement actuel, donc qui a commencé en mars 2022 pour la Fed à droite et pour la BCE à gauche en juillet 2022, eh bien, ce sont des cycles de resserrement qui sont assez proches par rapport au cycle de resserrement passé et qui n'ont pas d'équivalent, en tout cas pour la partie BCE. La Fed, dans les années 70, vous vous en rappelez peut-être, avait évidemment augmenté ses taux beaucoup plus sévèrement, mais sur les cycles de resserrement récents, en tout cas, ça n'avait jamais été aussi rapide et aussi brutal. Alors, les conséquences en sont que en zone euro au moins, non seulement on a un resserrement par les prix,
via ces taux d'intérêt, un resserrement monétaire, mais on a aussi un resserrement monétaire par les quantités. Quand vous regardez l'agrégat M3, donc la quantité de monnaie en circulation en zone euro, cette quantité de monnaie diminue légèrement. Donc ça, c'est quelque chose qui aussi affecte très sensiblement le moral des investisseurs. Et les crédits bancaires aux entreprises non financières sur la partie droite, eh bien, sont plus rares en zone euro comme en France et sont plus chers en zone euro comme en France, et même plus chers, d'après la Banque Centrale Européenne en France, qu'ils ne le sont en moyenne en zone euro. Alors, il n'y a pas que les entreprises qui sont impactées. Quand on regarde sur les maturités beaucoup plus longues, quand on regarde la pente de la courbe des taux sur des maturités jusqu'à 30 ans, vous voyez que même pour des gouvernements, pour des titres obligataires gouvernementaux très bien notés, AAA, on a eu ces derniers mois une translation de toutes les maturités vers le haut. Donc ça, c'est un choc qui évidemment impacte et risque de rester à des niveaux élevés beaucoup les investisseurs. Et sur le marché immobilier à proprement parler, quand on regarde les grands marchés nationaux, eh bien, les prix résidentiels sont pour certains marchés, notamment les Pays-Bas, mais aussi l'Allemagne, c'est moins le cas en Italie, par exemple, plutôt orienté à la baisse après des phases, il est vrai, qui ont été de croissance longue. Alors, quelques mots sur la France. En France, où en est-on? Quand on regarde les enquêtes INSEE, d'abord, les ménages, ils sont extrêmement prudents face à cette croissance atone et cette inflation forte. Les ménages affichent, vous le voyez sur le graphique de gauche, c'est la flèche rouge, des intentions d'épargne, de précaution, essentiellement toujours élevées et à peu près stables. Il n'y a pas de confiance retrouvée des ménages français pour consommer davantage ou investir dans le secteur immobilier. Notamment, la flèche noire, ce sont les intentions d'achat importants. Vous voyez qu'on est plutôt sur des trends de baissier. Et quand on regarde les promoteurs immobiliers, donc ça c'est aussi une enquête que fait l'INSEE, eh bien on a, c'est la courbe rouge, on a des stocks d'invendus qui s'élèvent beaucoup, qui reviennent à des niveaux plus hauts. Alors, si j'enlève le Covid, depuis 2012 à peu près, donc des stocks d'invendus à leur plus haut niveau dans cette enquête depuis une dizaine d'années, et des capacités de financement des ménages qui se sont beaucoup dégradées. C'est la courbe noire. Là aussi, on revient à des niveaux voisins de ceux que nous avions il y a à peu près 8 ans. Par ailleurs, ce qui pèse évidemment sur le marché immobilier français, ce sont les taux d'intérêt. Vous vous rappelez que d'après la Banque de France, les taux des nouveaux prêts immobiliers aux ménages, ils étaient descendus fin 2021 à 1,07. Aujourd'hui, on est plutôt à 3,6%. Donc, c'est plus de 3 fois les taux que nous avions il y a à peu près 12 ans. Et puis, je vous laisse apprécier la baisse des prêts aux ménages. Donc, sur la partie droite, vous voyez qu'on a une pente qui s'est cassée. Un très fort, un très rapide infléchissement des prêts immobiliers aux ménages. Et vous avez peut-être vu avant-hier la Bank Lending Survey publiée par la Banque Centrale Européenne au niveau de la zone euro. C'est pareil, les prêts immobiliers sont sur une tendance baissière. Donc, conséquence de quoi? Eh bien, pour les entreprises françaises, ce sont, vous le voyez sur le graphique de gauche, des taux d'intérêt plus élevés sur les prêts, et puis les ménages français qui ont un taux d'épargne qui n'avait pas été observé depuis extrêmement longtemps. Là, encore une fois, en évacuant la période Covid qui était extrêmement spécifique. Autant aux États-Unis, on a un taux d'épargne des ménages qui est sous les 4%, autant en France, il est à plus de 18%. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui pèse beaucoup négativement, sans doute sur les perspectives de croissance et d'activité du marché immobilier. Alors, en France, d'après l'INSEE, s'agissant des prix, pour l'instant, on a des corrections qui, compte tenu des hausses des dernières années, sont relativement modérées. Mais la vraie question, c'est si ce climat, si cet environnement plutôt négatif, plutôt anxiogène devait se maintenir, est-ce que cet infléchissement de courbe viendrait à se poursuivre ou pas? En tout cas, ce que l'on observe, c'est que la correction, elle est moins forte en France qu'elle n'est déjà observable, vous le voyez sur le graphique de gauche, dans un certain nombre de pays, bon, qui vous, sans doute peut-être qui vous paraissent lointains, mais qui illustrent en tout cas le fait que le marché immobilier subit
ce contexte économique, macroéconomique dégradé. Donc, il y a des pays, pour certains, émergents, mais d'autres très avancés. Nouvelle-Zélande, Suède, Canada, Australie sont parmi les pays où la correction est d'ores et déjà la plus forte. Et puis, en matière non pas résidentielle, mais commerciale, eh bien là aussi, dans un certain nombre de pays, encore une fois l'Allemagne, on a des corrections qui sont engagées. Ce qui rend sans doute, ça c'est mon avant-dernier slide, si j'ai pas trop pris de temps, ce qui rend le contexte extrêmement compliqué, c'est le fait que historiquement, quand on regarde sur 130 ans, où en est-on monétairement à gauche et budgétairement sur la droite, on n'a jamais eu des banques centrales aussi présentes. Donc, quand on veut apprécier l'immobilier, me semble-t-il, il faut vraiment regarder ce que font les banques centrales parce que via leur total de bilan et via leur politique de taux d'intérêt, elles peuvent beaucoup influencer eh bien, l'environnement de taux d'intérêt que nous connaissons. Dans un contexte où, vous le voyez sur le graphique de droite, mondialement, jamais ou quasiment jamais les dettes publiques consolidées n'avaient été aussi élevées par rapport au PIB, ce qui limite les capacités de soutien qu'ont les pouvoirs publics pour soutenir le marché immobilier. Donc, ceci dans un environnement, vous le savez, où les taux d'endettement, quand on combine les dettes publiques, les dettes des entreprises et les dettes de ménages, sont particulièrement élevés. Parmi les États qui sont les économies qui sont les plus endettées, vous avez Japon, France, Chine, selon la BRI. Donc, juste en un mot pour les risques. On doit s'attendre, on pourra en débattre après si vous souhaitez, à ce que l'inflation, au moins au cours des 2 prochaines années, reste au-delà de 2%. Et simplement pour illustrer, peut-être tout en bas à droite, quand on est dans un environnement d'aversion au risque, risk-off, eh bien, il est très probable que les taux d'intérêt restent élevés, qu'il s'agisse de la partie courte ou de la partie longue. Voilà, merci de votre attention et je cède la parole à Béatrice. Merci Olivier pour ces analyses du panorama économique. Ah, les questions. Donc les questions, c'est est-ce que les taux d'intérêt vont rester élevés? Eh bien, sans doute, parce que quand on regarde les chiffres d'inflation prévus, actuels et prévus, eh bien, on a toujours la probabilité sans doute élevée qu'aucune des grandes banques centrales ne baisse ses taux d'intérêt au cours de l'année 2024. Les premières baisses attendues. En général, pour la Fed, il faut 18 mois entre la dernière hausse, en moyenne, entre la dernière hausse et la première baisse. Donc, ça veut dire sans doute au moins jusqu'à la fin de l'année 2024 des taux courts à ce niveau. Et pourquoi l'immobilier est important? Ne serait-ce qu'en France. En France, l'emploi, quand on regarde construction plus activité immobilière, c'est 14% du tertiaire marchand. La finance, c'est la moitié, c'est 7%. Ça veut dire qu'un salarié sur 7 en France du tertiaire marchand dépend de l'immobilier. Et quand on regarde par rapport au PIB, pour dépasser le cas français, eh bien, aujourd'hui, la Chine, par exemple, dont on parle beaucoup, le secteur immobilier en Chine, d'après les estimations, c'est à peu près 30% du PIB chinois, ce qui est à peu près égal à ce que l'immobilier représentait en 2007 aux États-Unis, en Irlande, en Espagne, des pays qui avaient à cette époque-là fortement corrigé. Donc c'est très important l'immobilier pour la France et pour beaucoup d'autres économies. Merci Olivier pour cette analyse sur le panorama économique. Et Béatrice, je t'invite à nous rejoindre sur scène pour faire lien avec la présentation d'Olivier. Et puis-je te demander de réagir en quelques mots et faire une petite introduction pour planter le décor de ta présentation. Et notre public n'est peut-être pas aussi familier avec l'immobilier commercial que l'immobilier résidentiel. Et puisque ta présentation sur la liquidité des fonds se focalisera sur l'immobilier commercial, cela nous permettra ensuite de faire le lien avec la présentation de l'outil de Mathieu. Ouais, tout à fait. Bonjour à tous et à toutes. Merci José pour avoir organisé cette co-création pour cet atelier aujourd'hui. Alors, quelques réactions, oui, c'est que il se trouve que depuis 30 ans, quand on dit que quand la construction ou l'immobilier va, tout va, puisque Olivier l'a bien expliqué, selon les économies, du côté des émergents, l'immobilier, c'est entre 20 et 30% du PIB. Et à partir du moment où il y a un retournement dans le secteur immobilier et le secteur de la construction, ça veut dire que ça va beaucoup peser sur la croissance. Et je vais peut-être faire le lien avec la Chine en disant qu'à partir du moment où c'est la Chine qui
tirer la croissance mondiale, quand on a compris que l'immobilier, alors moi je serais plus sur 25%, mais je vais dire entre 25 et 30% du PIB, on a compris que du coup la croissance chinoise allait être vraiment sous potentiel entre 2023 et 2024 et qu'a priori il n'y aurait pas de rebond à entendre à ce niveau. Et pour nous, ça veut dire une demande extérieure relativement sous potentiel, avec un effet cumulatif que tu as expliqué, qui était cette fameuse déglobalisation finalement depuis la crise sanitaire, qui s'est renforcée avec la guerre en Ukraine et potentiellement encore avec ce qu'on observe aujourd'hui en Moyen-Orient. Donc en fait, il faut bien comprendre que quand on réfléchit aussi sur l'immobilier commercial, il faut prendre en considération toutes ces dynamiques, à la fois géostratégiques, quand on parle de souveraineté, ça a un impact au niveau de l'immobilier commercial. Ça veut dire potentiellement que les chaînes de production vont changer. Ça veut peut-être aussi dire une translation de certains secteurs sur d'autres secteurs. Je vais m'arrêter là pour faire le lien. Et en termes de taux d'intérêt, Olivier l'a bien démontré, à partir du moment où il y a une hausse des taux d'intérêt, évidemment, en termes de valorisation, ça pèse sur l'immobilier d'une manière générale, mais pas que, sur les actifs réels d'un point de vue général. Et je vais pouvoir peut-être commencer la présentation avec quelques mots introductifs. Alors, je voudrais juste faire, moi, un petit sondage à main levée. Qui est familier avec l'immobilier commercial ? Ah ben donc très bien, tout le monde. Donc ça va. Donc il y a certaines choses que je peux passer et ne pas dire. Alors avant de parler des problématiques de liquidité. La liquidité, d'abord, elle se définit sur différents points, à la fois en termes de volume des transactions, ce que je vais expliquer dans un premier temps. On va avoir une analyse relativement descriptive, observatrice de ce qui se passe dans un marché par rapport à un autre, puisqu'en fait, quand on réfléchit sur les flux financiers, quand on réfléchit à l'immobilier commercial, on est encore un petit peu globalisé. Et pour nous, en tous les cas, chez Swiss Life, mais pas seulement, quand on est investisseur institutionnel, on réfléchit sur l'immobilier commercial d'un point de vue pan-européen. Alors, je pense que vous l'avez apprécié avec la présentation d'Olivier, où en général, il positionne la France vis-à-vis de ses pairs européens et il positionne aussi les Européens vis-à-vis des Américains. Donc, moi-même, je vais faire ce mouvement de balancier. Ça, c'est la première chose. Il y a une chose qui n'a pas été mentionnée, mais que du coup, je vais mentionner, c'est le fait que quand on réfléchit en termes d'allocation d'actifs, donc d'un point de vue des investisseurs institutionnels, dans les portefeuilles institutionnels, en général, on a une exposition. Alors, je vais prendre à la grosse pour par exemple, un investisseur institutionnel français ou européen. On est exposé sur les marchés obligataires à, on va dire, en moyenne 70%. Si on a un profil plutôt averse au risque, on va dire 10% sur les actions et 10% ou moins sur l'immobilier et le reste entre le private equity et l'infrastructure. Alors, pourquoi c'est important, en fait, de réfléchir par rapport à l'immobilier commercial dans une perspective d'allocation d'actifs pour ensuite faire le lien avec la liquidité de l'immobilier en tant que tel? D'abord, c'est pour dire qu'en général, quand les investisseurs institutionnels s'exposaient à l'immobilier, et on va dire qu'il y a eu une accélération sur cette exposition et sur cette classe d'actifs en immobilier commercial, parce qu'en fait, l'immobilier commercial, au-delà de l'immobilier résidentiel, avait un caractère extrêmement diversifiant dans une perspective de construction et d'allocation de portefeuille. Ça, c'est très important finalement pour comprendre l'histoire, notamment par rapport au graphique historique qu'a montré Olivier, et pour comprendre que la crise sanitaire a complètement changé le paradigme. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand il y a eu la crise sanitaire, on s'est retrouvé, en général, je dis c'est diversifiant, mais ça veut dire quoi mathématiquement? Ça veut dire que les corrélations entre l'immobilier et les autres classes d'actifs sont soit faibles, soit négatives. C'est ça que ça veut dire diversifiant. Et le jour où il y a eu cette fameuse crise sanitaire et cette pandémie, en fait, on a eu ce qu'on appelle un renversement, donc des corrélations flash. Tous les marchés, finalement, ont été corrélés ensemble. Et ça, c'est nouveau. Ça s'était jamais observé d'un point de vue historique. Et ça a aussi, j'allais dire, eu un impact majeur sur l'immobilier, un double impact. Le premier, c'est qu'il y a eu une déformation de la demande ou un choc structurel, c'est-à-dire que l'immobilier commercial, et en particulier l'immobilier de bureau, qui est la classe d'actifs là où il y a le plus à la fois de transparence, de liquidité et de profondeur de marché sur laquelle
on va dire, l'exposition était entre 70 et 80% sur cette classe d'actifs en particulier. À partir du moment où je vais le parler de manière un peu vulgaire, à partir du moment où le secteur des bureaux a été plombé, d'accord, et qu'en fait, on est passé au travail hybride, il s'est trouvé qu'il y a eu un changement de paradigme. C'est-à-dire qu'en fait, les investisseurs ont compris que le bureau n'allait probablement pas sortir indemne de ce choc structurel si, j'allais dire, les cols blancs pouvaient travailler de chez eux. Ça, c'est très important. Et à ce choc structurel, s'est ajouté un choc de taux d'intérêt dont a parlé Olivier, qui a été extrêmement violent puisqu'on n'avait jamais vu finalement une hausse de taux aussi rapide. Donc ça, c'est très important à comprendre puisque ça signifie deux choses. Ça veut dire que, il y a une espèce de révision des anticipations des investisseurs de ce que va être l'immobilier d'une manière générale avec cette hausse des taux d'intérêt à court, moyen terme. Et deuxièmement, le fait qu'il va falloir réallouer les portefeuilles autrement par rapport à ces changements structurels, à la fois sur le secteur des bureaux, mais aussi ce que ça impacte, comment ça impacte, j'allais dire, les autres classes d'actifs. Donc, j'espère que je vais être claire. Et maintenant, je vais passer à la présentation en tant que telle pour expliquer comment on essaie de comprendre cette problématique de liquidité qui est une problématique majeure pour la Banque centrale européenne depuis la hausse des taux d'intérêt. Et on va passer certaines slides en revue pour dire que finalement, on va s'intéresser à des signaux en termes de transactions sur l'immobilier commercial. Ensuite, on va réfléchir sur des problématiques de valorisation pour nous dire que nous disent les marchés. Et enfin, on va réfléchir entre l'immobilier, les prix immobiliers des marchés par rapport justement au scénario et à la volatilité des taux d'intérêt. Alors, première slide qui est en fait tout simplement le fait que, pour dire qu'au premier semestre 2023, je vais aussi focaliser, donc j'ai dit, je compare la France par rapport à d'autres pays européens. Finalement, les volumes d'investissement, c'était moins 50% par rapport à ce qu'ils étaient sur 2022 et à leur moyenne de long terme. Donc, moins 50%, c'est très important. Mais en revanche, les investisseurs, quand ils réfléchissent sur leur portefeuille et qu'ils comparent les marchés entre eux, finalement, ils vont aussi comparer les volumes d'investissement, donc la liquidité, les transactions entre des acheteurs et des vendeurs par grand marché et ensuite, on va dire par capital. Ce qu'on voit par grand marché, ce qui vous observera pas et on va l'expliquer par ce qui ne vous étonnera pas, si vous êtes familier avec l'immobilier commercial, c'est qu'on y a une hiérarchie ici selon un triptyque assez connu qui est en fait un volume de transactions de l'ordre de 20 milliards au Royaume-Uni, suivi de la France et de l'Allemagne, qui sont en fait les trois plus gros marchés européens. Donc, c'est l'immobilier britannique, ensuite l'immobilier allemand et ensuite la France. Donc là, la France a une deuxième position pour dire que paradoxalement, mais ça s'explique très bien, il y a eu plus de liquidités par rapport aux questions existentielles qu'a subi déjà le marché immobilier depuis, j'allais dire, l'année dernière. Pourquoi ? Parce que l'immobilier commercial allemand, finalement, est perçu comme plus vulnérable que l'immobilier commercial français à partir du moment où son économie est très export-led comparativement à la France qui a une économie beaucoup plus diversifiée. Donc, dans la tête des investisseurs, et pour faire le lien avec la macroéconomie, il se trouve qu'a priori, la France serait plus résiliente et son marché commercial, bureaux, logistique aussi. Et évidemment, comme j'ai dit que c'était export-led, on imagine que les problématiques liées au choc sur l'offre de chaînes de production, notamment en Allemagne, je ne vais pas rentrer le détail avec le fait que l'Allemagne est très liée aussi au marché chinois, finalement fragilise l'économie allemande. Quand on regarde aussi ce qui s'est passé en termes d'investissement en volume sur les grandes capitales, on s'est aperçu que, finalement, Paris tirait bien son épingle du jeu en termes de liquidité. Il y avait des transactions entre des acheteurs et des vendeurs. Et comme vous le voyez ici, cumulé, l'investissement a été supérieur à 10 milliards d'euros avec une hiérarchie qui finalement n'est pas
très étrangère, puisque je vais passer à la slide suivante pour dire qu'il y a eu des acheteurs et il y a eu des vendeurs. Et en fait, je crois que le titre était la liquidité des fonds. Et évidemment, quand on réfléchit à la liquidité d'une manière générale, j'ai parlé des investisseurs institutionnels en introduction. Et ces investisseurs institutionnels, ils peuvent investir de manière directe ou de manière indirecte via des fonds. Et là, je parle que de l'immobilier. Là, j'intègre un peu tout, à la fois l'immobilier direct et indirect, et je ferai ensuite la dichotomie tout à l'heure. En fait, ce dont on s'aperçoit, c'est ce qui est très important, notamment quand on parle de la liquidité des fonds, c'est que quand on regarde à la fois ce qui s'est passé du côté des acheteurs et des vendeurs, on retrouve finalement des flux croisés entre des fonds américains qui ont été acheteurs mais qui ont été aussi vendeurs, pareil pour des fonds anglais, quelque part aussi pour des Français, mais aussi pour des Allemands. En fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a on va dire des sociétés de gestion ou des investisseurs institutionnels qui finalement ont différents types de fonds, d'accord ? Et ça veut dire que potentiellement sur certains fonds, ils ont dû liquider des positions, ils ont dû être vendeurs, alors que sur d'autres fonds, ils avaient levé suffisamment de cash et ils ont profité des premières opportunités de marché pour être acheteurs. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Alors, je vais juste m'arrêter quelques secondes pour dire comment déjà s'est exprimée cette fameuse liquidité et l'arrière du décor par rapport à ce besoin pour certains fonds, certains investisseurs, finalement, d'avoir des positions de vendeurs. Il s'est trouvé déjà qu'en 2022, donc j'ai parlé d'allocation d'actifs en introduction, il s'est déjà trouvé qu'en 2022, les marchés avaient énormément corrigé. Ils avaient aussi corrigé pour la partie obligataire avec l'augmentation des taux nominaux. Et il se trouve, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, notamment sur le marché britannique, il se trouve que beaucoup de fonds, beaucoup d'investisseurs ont eu besoin de liquidité par rapport au crash qui s'était observé, notamment sur la partie obligataire au UK, mais pas seulement. Et comme ils ont eu besoin de cash, ils sont allés chercher du cash, ils sont allés liquider des positions sur des actifs, quelque part, qui pouvaient leur rapporter le plus de cash. Et ils sont allés, premièrement, sur les marchés allemands, aussi sur les marchés britanniques, pour justement avoir accès à des fonds institutionnels qu'on appelle equity funds, c'est-à-dire qui avaient suffisamment de cash et qui ont pu, du coup, bénéficier de premières opportunités sur des actifs qu'on appelle core. D'accord ? Autre graphique relativement intéressant. Alors, j'ai mis quelques noms parce qu'on les retrouve, si vous êtes familier en immobilier commercial, on retrouve les grands fonds américains du côté des acheteurs. Mais encore une fois, j'ai mis Blackstone en acheteur et du côté des vendeurs parce qu'il faut bien comprendre que quand Blackstone dit qu'il lève 20 milliards de dollars pour justement bénéficier des opportunités, Blackstone a pu aussi finalement faire des pertes sur d'autres types de fonds. D'accord ? C'est important de le mentionner. Donc, je ne vais pas m'attarder, mais je vais passer cette fois-ci au marché qui est phare, notamment en immobilier commercial, c'est l'immobilier de bureau. On voit bien que finalement, il y a eu un un assèchement du volume des transactions depuis le début d'année et qu'on suppose qu'au troisième trimestre, la situation a été bien pire. Encore une fois, on retrouve finalement ce niveau qu'on avait observé en 2009 où on avait une récession suite à la crise globale, suite à la crise financière globale, et il se trouve qu'on est techniquement en récession en Europe. On sera probablement, comme l'a montré Olivier, techniquement en récession aux États-Unis et que les perspectives de croissance sont tellement mauvaises qu'a priori, les investisseurs vont y regarder doublement en termes de positionnement sur les marchés immobiliers et notamment sur l'immobilier commercial. Alors là, j'ai fait juste une petite digression pour expliquer comment réfléchissent les investisseurs. Olivier parlait de l'effet psychologique. Alors, je dirais qu'il y a plus qu'un effet psychologique, il y a l'effet d'anticipation et notamment le fait que les investisseurs sont aussi averses par rapport à la perte. Ce que montre ce graphique, c'est la relation entre la liquidité des fonds et l'aversion au risque, si je vais l'exprimer autrement par rapport à ce qu'avait dit Olivier, c'est-à-dire la probabilité finalement non pas de faire des pertes immédiates, mais de dire qu'aujourd'hui, je suis à une valeur d'actif, par exemple, selon les pays où j'aurais investi, qui serait identique à la valeur
observé quand j'ai acheté l'actif. Donc, potentiellement, j'ai pas gagné. Donc, on voit, et donc la liquidité, c'est plutôt sur l'autre graphique. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a évidemment une relation, bien entendu, inverse entre les deux, c'est-à-dire la liquidité, le score de liquidité associé à un marché depuis son pic, et finalement, la perte que je pourrais faire selon que je suis exposé à Londres. Donc, on voit que la perte serait relativement importante. Il y aurait 50% des actifs qui seraient aujourd'hui finalement au même niveau de valorisation qu'au moment où ils ont été acquis, par exemple en 2017. A contrario, on voit bien que Paris est mieux positionné que l'Allemagne ou que Londres, puisque ce pourcentage n'est que de 20%. Et évidemment, ce pourcentage cache de grandes dispersions entre Paris intramuros, où la croissance locative a porté le marché, par rapport à l'Île-de-France, où le marché a été relativement planté depuis la crise sanitaire. Donc, je ne vais pas m'attarder, mais c'est important finalement d'avoir ce genre d'arguments et ce genre d'analyse, de comprendre finalement pourquoi les investisseurs, ont du mal à liquider certaines positions. 2, pourquoi les investisseurs, à partir du moment où ils prendraient une décote relativement importante sur certains actifs, soit localisés dans le Grand Londres, soit localisés en périphérie allemande, soit localisés, par exemple, autour de la Défense, préfèrent, plutôt que d'avoir une décote de 30, de 40%, préfèrent liquider des actifs plutôt corps, notamment sur le marché prime. Il me reste encore un peu de temps ou pas ? Parfait. Donc, autre type de graphique j'allais dire, qui s'inscrit un peu dans ce premier type d'analyse, c'est de dire finalement quelle serait la part des actifs, là aussi, qui en fait n'auraient plus de plus-value. Donc, c'est le même graphique que le précédent, sauf que l'axe des abscisses est passé en axe des ordonnées, avec un scénario de baisse potentielle de prix. C'est-à-dire que, par exemple, on voit que si à Paris, les prix de baisser de, on va dire, 30%, finalement, j'aurai 60% de mes actifs en portefeuille, selon le benchmark MSCI, qui auraient une valeur identique à leur valeur d'acquisition. Ça veut dire qu'en termes d'investisseurs, j'aurais pas pu cristalliser de valeur. Et ça voudrait dire que je suis quelque part un mauvais fund manager. C'est ça que ça veut dire. D'accord ? On voit bien aussi là qu'il y a une différence hiérarchique relativement importante entre l'Allemagne, Paris, où on a mis Washington. Mais encore une fois, derrière ces moyennes, il y a de grandes disparités et de grandes hétérogénéités en fonction des marchés sous-jacents et des dynamiques de marché sous-jacents. On imagine bien que, par exemple, en ce qui concerne Paris, la courbe associée à une baisse de prix, notamment pour Paris intramuros, serait finalement translatée vers l'euro, où la part d'actifs qui n'engrangeraient plus de gains serait bien inférieure finalement à la moyenne. Enfin, dernière type de signaux pris pour essayer de comprendre d'où vient cette liquidité. Ça, c'était ce qu'on pouvait observer, du point de vue à la fois de la transaction, du point de vue de la liquidité des marchés par rapport à leur pic, d'un scénario de baisse des prix potentiels, notamment par rapport à ce qu'on a déjà observé au deuxième trimestre, et enfin, un graphique relativement intéressant pour faire le lien finalement avec ce premier graphique qui était, il existe des fonds pan-européens, d'accord, qui s'appellent les PEPFI, qui sont en fait des fonds relativement bien exposés, relativement diversifiés sur l'Europe, qui ont observé des baisses de valeur. Donc là, j'ai juste illustré des baisses de valeur sur l'immobilier de bureau pour faire le lien avec le premier graphique sur l'immobilier commercial, mais qui en fait ont observé des baisses de valeur pour 2 raisons. La première, une baisse de valorisation au sens strict, d'accord, hausse des taux d'intérêt. Deuxième chose, on imagine bien que ces fonds pan-européens qui sont ce qu'on appelle des jumbo, c'est-à-dire qui sont au-dessus du milliard, ça va de 2 à 6 milliards, ces fonds-là, ce sont les mêmes types de fonds, évidemment l'image est agrégée, de ces vendeurs, c'est-à-dire que ceux qui ont dû liquider des positions sur certains marchés plutôt que d'autres. Ce qui veut dire que, par exemple, ce qu'on observe ici, c'est une forme de désagrégation par sous-marché, d'accord, d'une forme de décote qu'on aurait observée. Par exemple, on a une hiérarchie qui est relativement intéressante ici. On s'aperçoit
on arrive à le comprendre, qu'à partir du moment où les fonds de pension néerlandais ont eu besoin de cash, ce que j'expliquais par rapport à la problématique d'allocation d'actifs et l'exposition notamment obligataire, les fonds de pension néerlandais ont dû liquider des positions. Ils sont exposés à la fois au Royaume-Uni, à la fois de manière domestique aux Pays-Bas. À partir du moment où ils ont dû avoir du cash, ils ont enregistré des décotes et c'est la raison pour laquelle on voit d'une manière agrégée finalement une baisse en termes de valorisation qui est de moins 18%. Encore une fois, derrière ces 20 grands fonds pan-européens, on a une moyenne de moins 20% sur le marché néerlandais. Ce moins 20%, finalement, occulte des dispersions relativement importantes entre ces 20 fonds pan-européens eux-mêmes. Lorsqu'on considère la France, parce qu'en général, on considère la France par rapport aux autres pays européens, on s'aperçoit que la France est dans middle of the road, entre la moyenne européenne, ce qui s'est passé sur les fonds britanniques, et elle a un tout petit peu plus corrigé que l'Allemagne. Là aussi, évidemment, on a des moyennes qui sont ce qu'elles sont à partir du moment où elles sont agrégées. Il faut bien comprendre que quelque part, derrière ces moyennes, ce qui va expliquer le différentiel, on a donc une moyenne de moins 15, par exemple, pour la France. Quelque part, ça correspond aussi au type d'actifs, d'accord, et à la stratégie de ces différents fonds. Qu'on soit exposé, par exemple, sur Paris Intramuros ou qu'on soit exposé sur les bureaux en région ou sur l'Île-de-France, on imagine bien que la baisse de valorisation serait totalement différente. Point important sur la France. Comme l'a montré le premier graphique, il n'y avait pas eu de problème de liquidité au premier semestre. Il se trouve que, je pense que tout le monde lit un peu la presse, il y a des véhicules, en particulier les grandes capitalisations, notamment pour les SCPI, qui se sont trouvés à des problématiques de rachat, notamment d'investisseurs institutionnels, d'accord, qui ont dû, par rapport à des problématiques de rachat, assurer la liquidité et certains de ces fonds ont dû mettre des actifs sur le marché. Par rapport au raisonnement que j'ai expliqué et de l'aversion pour le risque qu'on pouvait avoir par rapport à la probabilité de perte, il n'a pas été étonnant d'observer que dans un premier temps, certains actifs qui ont été mis sur le marché étaient des actifs plutôt en périphérie, plutôt associés à la défense, et qu'à partir du moment où les haircuts ou les discounts étaient potentiellement plus élevés, ces mêmes acteurs ont mis des actifs plutôt parisiens. Voilà, ça c'était pour boucler la boucle. Je vais juste terminer par ce graphique-là, qui est, entre guillemets, un exercice par rapport à différents signaux, qui est le même type, finalement, d'approche, où entre guillemets, on fait un exercice intellectuel, donc c'est moi qui fais ça dans mon coin, pour se dire quel serait le prix de la liquidité, la décote, qu'il faudrait observer pour justement matcher, apparier les anticipations des acheteurs et des vendeurs. Alors, Olivier l'a dit indirectement, à partir du moment où il y a une incertitude sur les taux d'intérêt, il y a toujours cette problématique de convergence et d'appariement entre acheteurs et vendeurs. Ce que montre ce graphique, c'est une hiérarchie qui est relativement différente de ce qu'on a observé sur les cycles passés, c'est que le prix de la liquidité est très différent entre les pays et surtout entre les sous-marchés. Pour la première fois, l'Allemagne aurait un prix moyen en rouge foncé, une liquidité, donc une prix moyen de la liquidité ou une décote moyenne, je vais le dire comme ça, beaucoup plus élevé que ce qu'on observe en France. Dans les cycles passés, c'était plutôt l'inverse. Encore une fois, ça s'explique parce que les fondamentaux macroéconomiques ne sont pas les mêmes et parce que justement, l'anticipation sur ces fondamentaux et des perspectives de croissance ne sont pas les mêmes. Deuxièmement, la problématique des liquidités et le fait que certains fonds ont dû liquider des positions accroissent finalement ce prix de la liquidité. Deuxième chose relativement importante, notamment par la problématique du télétravail, travail hybride et sur l'immobilier de bureau, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que tous les marchés périphériques, donc en rose, on va dire clair, ont potentiellement un prix de la liquidité relativement commun, notamment entre la France et l'Allemagne. On serait au deuxième semestre environ à moins 35% en termes de décote. C'est pas rien, d'accord ? Sur certains types d'actifs, c'est même au-delà de ce moins 35 en moyenne. Donc, on voit bien une forme de cohérence aussi par rapport aux Pays-Bas, un peu moins par rapport au UK, puisqu'en fait, j'allais dire, cette décote s'est observée sur les trimestres précédents. Le marché britannique est souvent en amont, mais c'est relativement important pour comprendre que finalement, l'ajustement
ne s'était pas fait. Les décotes qu'on observe ici ne correspondent pas aux baisses de valorisation qu'on a observées. Donc, ça veut dire que potentiellement, il y a un ajustement qui va continuer à se faire d'ici la fin de l'année. Simplement un graphique pour dire que, encore une fois, quand on compare Paris par rapport au marché britannique et par rapport au marché allemand, encore une fois, en termes d'anticipation et de matching entre anticipation des vendeurs et des acheteurs, Paris, finalement, est mieux positionné que le marché allemand ou que le marché londonien. Mais encore une fois, on était là au deuxième trimestre. Il est possible que le troisième trimestre ait bouleversé la donne et que quelque part, ces marchés-là soient aujourd'hui dans un mouchoir de poche en termes d'anticipation de baisse, notamment des vendeurs sur le marché, des acheteurs, pardon, sur le marché parisien. En faire un dernier point pour faire le lien avec la macroéconomie. En général, quand on réfléchit sur l'immobilier commercial, en fait, on a le benchmark ou cette notion de prime de risque qui est fondamentale finalement pour aller sur un marché ou pas. Et à partir du moment où les primes de risque ont été écrasées, l'idée c'est de se dire quel est le raisonnement pour essayer de, notamment par rapport aux problématiques d'indexation, puisque l'immobilier est un actif réel, pour comprendre finalement si l'ajustement de prix pourrait continuer à se faire. Sur une première ligne, donc on fait une analyse comparative. Donc c'était la semaine dernière, on a encore pris 10 points de base à la fois sur l'Allemagne, la France, l'Espagne et l'Italie. On a les taux d'intérêt à long terme à 10 ans. Ensuite, puisque tout le monde est familier avec l'immobilier commercial, on a les taux de capitalisation des bureaux prime. Donc, en moyenne, par exemple, on va dire, ils sont à 4,05 en France. Certains brokers peuvent les mettre à 4,25. Et pour chacun des sous-marchés, finalement, on a calculé le spread de taux entre les taux longs, qui sont les taux de référence, donc les actifs sans risque avec les taux de capitalisation. Donc, on voit que cette prime de risque, elle a été relativement écrasée. Et comme on réfléchit, parce qu'on est des investisseurs institutionnels, sur un actif qui est un actif réel, l'idée, c'est de se dire quel devrait être mon niveau d'indexation pour maintenir cette prime de risque de long terme, à la fois sur le marché allemand, sur le marché français, espagnol et italien. Et en fait, on s'aperçoit que finalement, il faudrait une indexation de 2,65 voilà en Allemagne, supérieur à 3 en France, inférieur à 3 en Espagne et un peu plus ou beaucoup plus en Italie. Donc ce raisonnement-là, finalement, permet d'anticiper deux choses, notamment par rapport à ce qui a été expliqué. L'inflation et l'inflation core, elle est sticky, elle est plus élevée que ces niveaux-là. Donc et même l'inflation d'une manière headline, elle est aussi plus élevée. Quelque part, c'est pas très gênant. Ça voudrait dire que ça compenserait, d'accord, et ça voudrait dire que la valorisation ou les prix ne devraient pas baisser. Or, ce que nous a expliqué Olivier, c'est que les banques centrales, et notamment la Banque centrale européenne, comme je l'ai écrit ici, a une position relativement hawkish, c'est-à-dire elle veut garder son fusil sur l'épaule, et elle garde cette cible d'inflation de 2%. Ça veut dire que si elle doit faire baisser l'inflation, d'accord, on ne serait pas à ces niveaux d'indexation, et ça veut dire forcément que les prix vont continuer de s'ajuster. C'est ce que veut dire ce graphique-là. Donc, pour conclure, je vais dire deux choses. À partir du moment où les taux d'intérêt de long terme sont élevés, évidemment, c'est pas très favorable à l'immobilier. En revanche, on sait qu'ils vont être élevés pour un moment. Ils vont surtout retrouver leur niveau de trading d'avant la crise financière globale. Mais ce qui est plus important pour essayer de matcher les anticipations des acheteurs et des vendeurs, c'est-à-dire que que les vendeurs se positionnent et pour qu'on retrouve un volume de transactions suffisamment important par rapport aux moins 50% que j'ai évoqué, c'est qu'il faut que les acheteurs puissent stabiliser finalement leur anticipation de prix. Et tant qu'il y a cette volatilité très importante sur les taux d'intérêt de long terme, finalement, ils ont du mal à stabiliser leur espérance de prix et c'est ce qui va peser sur le volume d'investissement. Donc, si on comprend ce qu'a dit Olivier, mais ce qui est aussi un consensus de marché, à partir de, on va dire, mi-2024, on devrait avoir finalement un redémarrage des transactions sur l'immobilier commercial. J'en termine ici. Mais surtout, ce que je vais dire, c'est que quand on arrive à ce retournement de marché, quand on veut bénéficier d'opportunités,
et c'est en fait le cas de tous les investisseurs full of equity, comme on dit de manière vulgaire. Ce qui est très important, c'est d'avoir des outils pour pricer les biens, j'allais dire, au juste prix, on the fair price. Il se trouve que le marché a connu une révolution depuis, nous là en France, on connaît depuis ces 15 dernières années. Aux États-Unis et au UK, c'est complètement différent puisqu'on a ces outils relativement modernes. Ces outils aujourd'hui, donc je parle de la PropTech, probablement une des PropTech les plus importantes au monde. Ces outils de type CoStar sont extrêmement importants pour les investisseurs institutionnels pour justement pricer les biens de manière la plus chirurgicale possible. Donc voilà, je vais faire la parole et ça fait le lien pour justement passer de la macro à l'immobilier et ensuite à l'actif. Merci beaucoup. Merci beaucoup Béatrice pour cette vision très claire et pour cette lecture du marché immobilier commercial. Nous allons passer à la présentation de Mathieu. On va brancher ton ordinateur pour la démo. So, Matthew, could you tell us who uses CoStar platform and why this is valuable for them, and how your tool is used in different type of markets, and what functionalities are more likely to be used in the US and UK? OK. Merci, José. Je suis heureux d'être ici aujourd'hui. Je peux répondre à les deux questions pendant la présentation et aussi je démontre le produit de CoStar. Au commencement, je me présente, je m'appelle Matthew Green, je suis le directeur général de CoStar en Europe. J'ai passé 20 ans dans le groupe et je suis en charge des opérations en France, en Espagne, au Royaume-Uni et en Allemagne. OK. Voilà, une petite présentation sur CoStar. Who are we? Qui sommes-nous? We are all about technology, combining technology avec les data. On construit une base de données qui s'appelle CoStar. Et aussi, on construit l'audience en ligne pour les annonces, pour le immeuble, pour louer, pour de vente. We are very international, began in the United States, but now we have more than 350 people in Europe. And actually, we have offices across 42 countries. Les chiffres, les key chiffres, we've been doing this for 36 years. It's very important. Investing in technology and real estate is relentless. C'est chaque année, c'est plus en plus. Alors ça, c'est très important. Et aussi pour nous, il faut que nous avons beaucoup de collaborateurs. Alors 5500 personnes, c'est très important pour collecter les data. Voilà, c'est CoStar, mais dans quelques minutes, je te montre le produit. But it's important to bear in mind, on commence avec le fiche d'immeuble. C'est from the ground up en anglais. So we start with a record of the building and go up. And we capture everything about the building. Who owns it? What's available? What did they pay for it? Who's in the building? And this enables us to construire les rapports, les analyses dans le produit après. La réponse à la première question. These are some examples of our clients in the UK.
there are 4 types of clients for us: les brokers, les propriétaires, les banques et aussi les locataires. En particulier, les grands locataires, les grandes corporations internationales qui cherchent immobilier global. These are some of our brands. Le produit, le plus important produit pour aujourd'hui, c'est le CoStar dans le centre. Et why do people use the product? Many reasons, and it depends on the persona in the industry, but usually to save time, to use a technology platform to save time, to get to answers quickly, and to make informed decisions, to validate decision-making, but also to identify opportunities. So assets which are underutilized, funds, how much funds have got of dry powder, where they might be looking, what their strategy is. So many different reasons that they would use it. For us, it's la combination de la technologie et les data. So this is just a couple of slides on how we do this. So we use technology to capture the data, and we deploy technology in the product for our clients. Alors, nous avons 1000 drones. On utilise web scraping, web crawling to capture data. But we also have 1,500 people who are capturing data by calling the market every single day. And so, cette équipe-là, c'est très important. Et l'autre, c'est l'équipe de logiciels. Nous avons 500 développeurs dans l'équipe logicielle, très important pour nous. And also, très important, it's news. News is the front and center of our platform. And news brings people into the CoStar platform. And for us, news and data are interlinked. Okay, we have a field research team. Ils ont une équipe qui reste dans le marché toujours, pas dans le bureau. Ils cherchent les images. En fait, normalement, ils sont photographes professionnels parce que pour nous, images d'immeubles est très important pour notre client, pour voir les immeubles dans le produit. So we have one plane in the US, peut-être dans l'avenir, un aéroplane ici en Europe. We can track construction projects from the air and see how they're doing, take images, put these images in the product. Fund data, I'm going to show this dans quelques minutes, mais nous avons les détails sur les fonds et les spécifiques informations sur les biens dans chaque fonds. In the US, we have loan data. C'est un peu plus difficile ici en Europe pour collecter les détails sur les dettes, mais en États-Unis, c'est plus facile. We invest a lot in trying to collect data automatically, $200 million a year in our software team and software mechanisms. We also capture third-party data. Pour notre client, c'est très important pour voir un immeuble, tous les détails sur un immeuble dans une place. C'est très important. We're not the only ones who have data, so we integrate this. News, we discussed. Marketing Center, c'est une manière pour les agents pour entrer les détails sur une annonce directement dans le base de données. We also have analysts, but our analysts are writing reports, écrit les reports, which sit within the product, and I might show you that in a second as well. So for us, this is the most important thing. We track buildings. We start with the building. The analysis comes from having granularity. Tous les détails pour chaque immeuble. And we track the building through the listings. So if we capture the listing, we can track transactions from that. And this means that we can monitor the market.
So we have 5 million sale comparables, 14.6 million lease comparables internationally. And ownership, really, really important. Plus important maintenant qu'il y a 10 ans, pour comprendre qui sont les propriétaires, qui sont les propriétaires des immeubles, très important. And more important, les locataires. For the banks, for example, to understand qui sont les locataires dans chaque immeuble. So we track tenants, what buildings they're in, etc. And we may show you some of this in a minute, some of the reports. Okay, and it's available on the desktop, but also mobile. The real estate industry is quite mobile, so it's very important that we put data in the hands of people on their devices. Okay, so this will be interesting. Merci. This will be interesting. Okay, so voilà le produit. It's available in different languages. Moi, j'ai changé mes préférences. Alors, c'est en français, Yo et mètre carré, because these are localized. So I just wanted to show you a couple of things. Fund data. And for us, it's the combination of technology and data giving answers to our clients very quickly. That's the real reason why we exist. C'est pas bien. Okay, so fund data. So earlier on, Beatrice mentioned Blackstone. So this is a list of all the funds we have. For each fund, we have details of the fund, how much is in the fund, the strategy of the fund, how much dry powder they have, and underneath here, the most important thing for us is identifier les biens dans chaque fund. So we link the fund to the building, okay? So this is just some statistics around the fund, what's making up the fund, what percentage by property type. This is just a star rating system, but if we go back up, and this is a list of each of the assets within the fund. So this is important. You can see the possible uses of this. Maybe I'm interested only in knowing quels sont les bureaux dans le fond de Blackstone. So this takes you from the top of the fund right down to the individual asset, okay? So I wanted to show you that. The other thing I wanted to show you is okay, so this database is built from the building up. So for example, this is a building that we're in London, the Bluefin building. So we collect data on the specific asset, but if I wanted to see the asset
within the context of the market it sits in. Okay, so this is a comparison of the bluefin. This is the bluefin. This is, voilà le sous-marché. And I'll give you one example. Okay, voila. This is the rate of vacancy, which shows you the rate of vacancy in the individual building versus the vacancy rate in the submarket and in the market. C'est le ligne jaune, c'est Londres. Ligne orange, c'est le bluefin. Et le sous-marché, c'est le vert bleu, comme ça. Alors, au commencement, moins une occupation dans bluefin, mais maintenant, peut-être il y a un problème, hein, parce que c'est plus haut que le marché. And this is just based on data. It's just surfaced because of the data that we capture. Okay. Et finalement, for us, it's very important to put the technology in the hands of the users, pour les utilisateurs. So, so what I'm going to do is I'm going to remove all the results, and I'm going to do a search on an area in the UK. Okay, so I want to define my market. So I'm interested in this area. This is an area which is heavy on maybe life sciences, Cambridge, which is very popular at the moment. Okay, so that's my area. So this shows me all the key indicators for the buildings in the area that I've chosen. Okay, so all the KPIs. So it is responding to the search that the individual utilisateur a fait. Okay, so what's the vacancy rate? Here's an example. Top one is vacancy rate. This is set to 10 years. So this is saying at the moment, there's 1% in occupation dans la région, dans les immeubles de cette cherche, cet résultat. This is over 10 years, but maybe I want to change that. And it's dynamic, so the technology will react to what the user is saying. I don't want to see it over 10 years, I want to see it over 3 years, because there's been too much activity. I need it under a narrow range of time. OK, so voilà le produit. La deuxième question, c'était quoi? La deuxième question, c'était comment cet outil a une utilité pour les investisseurs au UK et aux États-Unis, et que ça pourrait être utile pour les utilisateurs en France en vue de l'utilisation dans d'autres marchés. OK, so how investors use it in particular. So I said there's 4 groups that really use this: les brokers, les propriétaires, les banques et les locataires. Pour les investisseurs, c'est pour identifier peut-être opportunité, c'est une raison. Aussi, c'est pour faire la comparaison entre le actif et le marché ou le sous-marché dans lequel cet actif est basse. So they can compare, by example, rental income in their asset with the normal rental income they should expect to receive in that submarket. That would be a reason.
where an investor may use the product, or somebody who's active in the market can use the product to say, show me all buildings which have a vacancy rate of moins de 50%, par exemple. Et si l'investisseur est actif, ça veut dire qu'on peut rappeler l'autre investisseur, l'autre propriétaire pour discuter. Peut-être c'est une actif que ils vendent. So just two reasons, but there are many. Thank you a lot, Matthew, for your presentation. Et merci beaucoup de nous avoir montré l'utilité pour les investisseurs immobiliers, surtout dans le secteur commercial. Et avant de passer aux questions du public, j'aimerais vous dire quelques mots sur Finance Innovation pour ceux qui ne nous connaissent pas. Et Finance Innovation est le hub de la FinTech et de la PropTech en France. Et l'objectif de Finance Innovation, c'est de créer des canaux, des synergies entre les grands groupes financiers et immobiliers et les startups de la FinTech et la PropTech. Donc, pour ceux qui souhaitent avoir plus d'informations sur nos activités, on peut en parler à la fin ou vous pouvez me contacter directement pour aller plus loin sur les activités qu'on pourrait faire ensemble. Et sur les questions-réponses, est-ce qu'on a des questions dans le public? Bonjour, merci pour vos diverses interventions. J'ai une question pour vous, madame. Il m'a semblé vous entendre dire que les investisseurs avaient pris conscience du changement de paradigme qu'allait subir le bureau après le Covid. C'est bien ce que vous avez précisé à un moment ou à un autre ou pas? Je pense que oui. D'accord. Alors, je voulais vous faire une petite remarque. Moi, je côtoie les investisseurs de façon quotidienne et j'ai pas ce ressenti-là, donc je voulais le partager avec vous, où finalement, après la pandémie, après le Covid, il y a eu un boom, un retour au bureau expéré et puis aussi l'économie, ainsi de suite. Et donc, tout le monde est revenu en disant, pas tout normal, c'est comme avant le Covid. Et puis, finalement, ils n'ont pas vu arriver que les salariés ne voulaient pas retourner au bureau. Et après, passer l'année 2022, on a eu cette volonté de plus retourner au bureau, la volonté des entreprises de faire revenir les salariés au bureau. Et en fait, moi, je les vois aujourd'hui, ils me disent, mais nos bureaux, ils sont vides et on l'a pas vu venir, on fait quoi? Enfin, donc, je tenais à partager ça avec vous. L'autre chose également, je voulais partager avec vous, et qui fait partie de votre exposé, c'est que vous avez dit effectivement Paris sortait du lot par rapport à ses investissements et des autres capitales. Est-ce que c'est pas le dernier rush, les derniers investissements avant peut-être un frein ou un arrêt total des investissements à Paris, notamment dû avec l'arrivée du nouveau PLU bioclimatique, où on sent une certaine attentisme, une certaine crainte de la part des investisseurs, en disant est-ce que je vais mettre mon argent à Paris ou plutôt à Madrid, à Berlin ou dans d'autres pays. Et on voit aussi que peut-être que ce marché il a bien fonctionné en 2023, mais est-ce qu'il n'a pas été tiré par deux gros investissements qui sont notamment l'achat de Paris-Italie 2 par Ikea, le fonds d'Ikea, et également par la transaction de la tour Sequana à Issy-les-Moulineaux, et que finalement, ça vient pas un peu masquer la réalité de ce que pourrait être l'investissement dans Paris. Merci. J'étais un petit peu long, mais… Alors, je vais quand même répondre. Hein. Merci de vos remarques. Je vais commencer par la deuxième. Alors, effectivement, je pense que sur le graphique, il était noté à la fois les transitions corporate d'IKEA, mais j'ai pas eu le temps de rentrer dans le détail. Et il était aussi noté la transaction faite par LVMH. Donc, évidemment, c'est deux paradigmes totalement différents. Après, j'ai quand même mentionné que sur Paris, on allait être relativement impacté, puisque le troisième trimestre, les SCPI ont quand même pas mal de difficultés. Donc, probablement que le volume d'un investissement au troisième trimestre s'est retourné sur Paris. Donc, je suis désolée si j'ai pas été claire. Donc, je pense que c'est le cas. Voilà pour la remarque. Et en ce qui concerne la première remarque, je pense que vous avez raison, mais peut-être que les investisseurs que vous connaissez ont un beau patrimoine. C'est-à-dire qu'ils ont un patrimoine qui est localisé dans des zones qu'on appelle productives, à la fois où les infrastructures sont extrêmement bonnes, à la fois où il y a du mixed use, et qui fait que les investissements ou les bâtiments qu'ils ont sont ce qu'on appelle des outils de production qui permettent finalement de produire pour eux des externalités positives et qui se retrouvent dans leur chiffre d'affaires ou leur profit d'une manière générale. C'est ça comment je répondrais à votre question. En revanche, je pense que malheureusement, il y a quand même une partie des bureaux
qu'on le veuille ou non, en périphérie, en France et aussi partout en Europe, qui vont rester collés. Il y a des tours qui se vident partout en Europe, mais il se trouve que c'est vrai que la France est le pays qui est le moins impacté par le travail hybride. Mais ça ne veut pas dire que la France n'est pas impactée par le travail hybride. La France est plus impactée, notamment en Île-de-France qu'en région. En région, il n'y a quasiment rien. Il n'y a pas de problématique de travail hybride. Dans Paris intramuros, il n'y a pas de problématique de travail hybride. Il y a le fait que les investisseurs, quand ils ont un beau patrimoine et qui en général plutôt parisiens ou on va dire dans certaines zones de la défense très bien localisées, ils vont y rester. Mais encore une fois, la connectivité est très importante. Les synergies en termes d'externalités positives sur leurs profits à moyen et long terme sont très importantes. Mais en fait, il y a quand même, dans ce qu'on voit, des flux et des enseignes qui veulent quitter certaines localisations dans des zones qui sont beaucoup moins productives, beaucoup moins connectées, qui restent relativement chères. Et il y a une analyse en termes de coût-bénéfice qui est faite par ces types d'enseignes, de se dire je préfère payer un loyer plus élevé à Paris, réduire mes surfaces, mais en revanche, dans ma fonction de production, c'est comme ça qu'il résonne, j'aurai des externalités positives que je ne peux plus avoir, notamment en Île-de-France ou dans certaines régions de l'Île-de-France. Donc voilà, donc c'est pas contradictoire, mais c'est vrai qu'on peut pas rentrer dans le détail en un quart d'heure. Donc voilà, vous avez raison. Heureusement tout le monde n'est pas négatif, mais encore une fois, les investisseurs institutionnels étrangers, en fait, ont observé ce phénomène et c'est la raison pour laquelle Paris apparaît comme une capitale mieux protégée à la fois pour des fondamentaux de diversification économique, de productivité par tête, au niveau économique et au niveau infrastructurel qui sont intégrés dans les fonctions de production. Le PLU reste un véritable problème, mais en général, quand on fait un underwriting, on prend en considération cette histoire de PLU. Mais c'est vrai que vous avez raison qu'a priori, ça va quand même peser sur les anticipations de ce qu'on peut faire à Paris. On n'a pas eu le temps de parler aussi de la trajectoire carbone. Là aussi, ça pourrait éventuellement peser. Voilà, donc pas contradictoire. Merci Béatrice. On a une autre question de ce côté. Oui, bonjour, merci de vos interventions. J'avais une question pour Monsieur Viguin et Madame Gage. Alors, la première question, c'est est-ce que le volume des transactions a baissé? Bon, la réponse a été dite. J'avais une autre question. Est-ce que, justement, pour contrebalancer ça, est-ce que vous voyez une augmentation du volume de travaux de rénovation ou d'embellissement des différents bâtiments pour essayer de leur faire garder de la valeur? Et quel est l'impact des ratings ESG sur soit la volonté de réaliser une transaction, soit sur la valeur d'un bien ou d'un fonds? Merci. Alors, c'est une excellente question qui est fondamentale, notamment quand on fait de l'investissement. Il se trouve que d'un point de vue général, il y a eu une accélération de la transition. Il se trouve que chez nous, on a la loi climat et résilience, on a le décret tertiaire. Tout ça a été bien pris en compte par les investisseurs institutionnels en amont. Donc, il y avait cette histoire de CAPEX pour être aligné à une trajectoire carbone. Il se trouve que les coûts de la construction étaient de plus de 8% en France en 2022, donc c'est extrêmement élevé. Il se trouve que, évidemment, les CAPEX, a priori, quand on les underwrite en 2023, c'est probablement pas la même chose que ce qu'on a fait en 2022, 2021, mais avant. Et probablement qu'alors certains investisseurs, comme Swiss Life, sont alignés sur une trajectoire. Donc voilà, ils stick to their guns pour ne pas avoir de problème. Mais après, c'est vrai que selon les fonds, parce que évidemment ça dépend aussi des fonds et ça dépend des investisseurs, ce sont des problématiques de distribution qu'on peut avoir par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et on peut imaginer, alors je parle pas pour Swiss Life, mais d'une manière générale pour le marché, à partir du moment où certains investisseurs seraient un peu frileux par rapport à la distribution qui leur est proposée en regard d'un niveau cible qu'ils avaient auparavant. Si cette distribution est inférieure à ce qu'ils avaient anticipé, probablement que certains revoient les CAPEX à demain ou à après-demain. Voilà, c'est comme ça que je répondrai. Mais a priori, tout le monde s'aligne. Donc, on a tous compris que si on voulait que le patrimoine soit valorisé, si on voulait pas qu'on ait des stranded assets, je sais pas comment on dit, des actifs collés,
le niveau des CAPEX est extrêmement important. Il y a une étude MSCI, bon, je vais vous le dire, parce qu'on n'a pas cette étude en France, une étude MSCI qui montre qu'aujourd'hui, pour réaliser la transition climatique, c'est 3% de la valeur des biens, donc c'est pas rien. Et on imagine que 3% quand on est notamment sur un actif plutôt parisien, c'est différent que 3% quand on est en périphérie. Donc ça, c'est pour les actifs néerlandais, mais oui, ça coûte cher. Mais a priori, c'est vertueux. Ça va. Il y a cette idée de dynamique, de se dire que a priori, on fait un investissement pour avoir de l'impact, pour pas avoir un actif strandé, et que troisièmement, on le retrouve au niveau de la valeur locative de marché dans le futur, puisque toutes ces consommations d'énergie permettront aussi de valoriser la proposition de valeur de l'enseigne. J'espère que j'ai répondu à votre question. Voilà. Alors, je dis 3% sur la valeur. Par an, c'est énorme. Ah, c'est par an. Ouais. Voilà. Ok. Non, mais c'est énorme. Voilà. Ouais. Ok. Voilà. Et c'est une étude néerlandaise. Où eux, en général, ils sont bon, pour donner un peu de flavor à ce que je dis, ils sont scorés, ratés, les premiers en Europe en termes de vertu, notamment sur la certification de type A. Voilà. C'est vous qui le dites. Ouais. Bonjour. Vous pouvez garder le micro parce que je pense que ma question s'adressera plutôt à vous également. Mais c'est une question un peu différente puisque on voit fleurir aujourd'hui sur le marché du neuf de plus en plus d'immeubles de bureaux qui embarquent dès leur première conception la possibilité d'une deuxième vie. C'est-à-dire un immeuble de bureau qui est réversible et qui pourra devenir demain du résidentiel classique. Ma question, c'est face à ce nouveau type de produit, quel est l'œil de l'investisseur institutionnel, quel est l'intérêt pour lui, et est-ce que vous regardez ce type d'actifs différemment? Alors, pour Swiss Life, oui, mais je ne vais pas parler que pour Swiss Life, parce que les investisseurs institutionnels, on les connaît. Je pense que cette notion de réversibilité des immeubles, j'ai en tête le premier que j'ai visité, c'était, je pense que le Swan. Par exemple, c'était ICAD qui avait fait ça. J'avais trouvé que c'est extrêmement pionnier. Donc oui, je pense que voilà, il y a des acteurs qui ont été pionniers pour réfléchir justement à cette réversibilité, à le fait d'être aligné sur une trajectoire. Premièrement, donc avant la crise sanitaire, et deuxièmement aussi s'inscrire dans cette notion de finalement c'est l'architecture qui fait la cité. Et c'est pour la raison pour laquelle donc je n'engage pas Swiss Life dans ce que je veux dire, c'est qu'il faut jamais oublier que ce qui permet de pérenniser, j'allais dire, des revenus, de la rentabilité, mais aussi de l'harmonie au sens sociétal, c'est finalement le crayon tenu par l'architecte. Donc, vous prêchez une convaincue. Voilà ce que j'ai pris cet exemple-là parce que c'est celui qui me vient à l'esprit. Mais je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus réfléchir au bâti sans penser, un, à la flexibilité et évidemment, deux, à la réversibilité ou alors réversibilité et flexibilité. On voit ça en France, on le voit aux États-Unis déjà depuis quelques années, donc peut-être que Mathieu aurait pu nous en parler. On l'a vu depuis un moment aux Pays-Bas. Je pense que ça fait légion aussi au Royaume-Uni. Donc oui, c'est le sens de l'histoire, monsieur. Donc merci pour votre question. Merci, Béatrice. One question for Matthew. When your platform, Coastal platform, will be available in France? Not soon enough, I think, is the question. Actually, there's two parts to this. There's the technology and then there's the data. The technology exists. Actually, that product is one product. It's global. You can go into it. We have assets in this platform today in France, but we don't have transactions yet. We don't have availability. All of that we have to collect. So I'm going to avoid answering the question directly with a date because we're still looking at that. But the task is the capture of data, not the development of the technology, because that exists today. Okay, thank you, Matthew. Hoping to have some news from you very soon about this. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle avant de clôturer?
OK. Et merci beaucoup à tous. Et merci à nos intervenants, nos panélistes pour ces explications très précises et complètes. Avant de finir, je fais un rappel de notre prochain événement, la journée de l'assurance l'Insure Day, le 23 novembre au Parc des Princes. Donc, venez nombreux et toutes les informations pour s'inscrire, c'est sur notre site web. Et bientôt aussi des informations sur le FinOp en fin d'année, le 7 décembre, à la station F. Il y aura des thématiques sur la finance d'impact et sur la DeFi. Donc, au plaisir de vous revoir pendant ces 2 événements bientôt. Et merci encore à tous. À bientôt.